la vie ne serait pas la vie. Si un malheur était triste du commencement à la fin, et une joie gaie d'un bout à l'autre. Au milieu d'un bonheur, le gnome du chagrin trouve le tour de sonner le tocsin, et le diablotin du rire veille au chevet de la peine pour mettre en branle la folie de ses grelots. Toute de tendresse émerveillée, d'attention éblouie à l'âme universelle, de communion intime à la pureté initiale du monde et de ferveur chaleureuse. La poésie de Germaine Guèvremont est un chant ému qui éclate dans la fraîcheur sonore du matin et exhale un subtil parfum de verger en fleurs. Attentive aux ondes harmoniques qui en avril enveloppent les baies, les rivières et les plaines, au scintillement des eaux redevenues claires et vertes, au chant suave et végétal qui s'élève des marais, à l'odeur terreuse et douceâtre de la glèbe délivrée, l'œuvre de Germaine Guèvremont constitue un hymne à la vie. Ainsi définie par le critique Pinsonneau, cette mère de famille écrivain, journaliste par accident et romancière par nécessité, demeurera à jamais liée à la splendeur merveilleuse des paysages où elle a vécu. Depuis l'inquiétude fantaisiste de son enfance confondue à l'impétueuse féerie des beautés du Nord, elle a rencontré la douce, tendre et sereine poésie dans l'enchantement d'un grand fleuve et de ses îles. Née dans la rigueur grandiose des pays d'en haut, de la grande famille des Grignons, écrivain de père en fils et d'une mère peintre, elle a épousé l'âme paysanne dans le calme majestueux des îles de Sorel, aux portes du vaste monde et de l'évasion. Alors, en quelle année êtes-vous arrivé à Sorel? En 1920. Et c'était tout nouveau pour vous? Tout à fait. Vous connaissiez pas Sorel avant? Bien, oui, je connaissais un peu Sorel parce que quand je me suis mariée, j'ai habité à Ottawa pendant 4 ans. Alors, je venais nécessairement en visite chez mes beaux-parents. Est-ce que vous habitiez la banlieue de Sorel ou la ville elle-même? Non, le cœur même de Sorel, puis c'était au Carré Royal. Ah, le parc est au centre de la ville. Et le courrier, c'était où, ça? C'était sur la rue Georges, tout près du Carré. Tout près du Carré. Et c'est ici, je crois, que vous avez commencé vraiment à écrire. Oui, c'est ici. Mais comme journaliste, alors? Comme journaliste, d'abord comme correspondante à la Gazette, et ensuite, en même temps, au Courrier de Sorel. Et le Courrier de Sorel, à ce moment-là, c'était déjà un hebdomadaire? Oui, un journal qui devait avoir déjà 30 ans d'existence au moins. Et c'est venu après votre travail pour la Gazette? À peu près 2 ans après. Alors vous aviez déjà une expérience comme nouvelliste? Oui. Et j'avais été offrir mes services au directeur du Courrier de Sorel. Et c'était déjà presque la crise, ça commençait. Et le directeur m'avait offert de me faire travailler au prorata. Alors comme je n'étais pas beaucoup instruite, je ne le suis pas encore, j'ai couru aux pages roses du dictionnaire Larousse pour savoir ce que ça voulait dire. Et j'ai découvert que je devais travailler à 1 $ la colonne. Pas le format tabloïd, grand format du journal. Oula! Mais j'ai eu une semaine très chanceuse parce qu'au bout de la semaine, j'avais donné 5 colonnes de nouvelles. Alors le directeur a cru que j'allais ruiner le journal. Et il m'a fait un salaire fixe de 5 $ par semaine. Et le déménagement à Montréal, quand est-ce que ça s'est produit, ça?
Eh bien, ça a été la rançon de la crise pour nous. On a cru qu'on n'aurait peut-être plus de chance à Montréal. Et la vie était difficile à Sorel. Et puis, on s'était mêlé un peu de politique à la famille. Alors, on a émigré à Montréal. En quelle année? En 1935. Au milieu de la crise, alors? Au milieu de la crise. Et qu'est-ce que vous avez fait à Montréal? Vous faites du journalisme? J'ai d'abord commencé par être chef du secrétariat de la Société des écrivains canadiens sur l'invitation de Victor Barbeau. Et ensuite, Françoise May m'a demandé d'écrire des contes pour Paysanat. Mais elle a dit, vous savez, il me faut des contes paysans, rien d'autre chose. J'ai écrit un conte qui s'appelait Les Survenants et ça devait être un conte de Noël. C'en était un, en effet, un conte de Noël. Et comme la revue n'a paru qu'en mars, le conte de Noël a paru en mars. Il a paru tout de même? Il a paru tout de même, il a été publié quand même. Et vous avez fait d'autres contes assez régulièrement? J'ai fait d'autres contes qui étaient tous liés à cette famille, cette première famille paysanne. Et quand Françoise May pensait à se lancer dans l'édition, moi-même, j'ai cru qu'il serait bon de faire une liaison entre tous ces contes et de les rallier à la même famille, la famille des Beauchemin. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire des livres. Et le premier que vous avez publié, ça a été En pleine terre? En pleine terre. Ça a été une expérience agréable? Au début, j'en étais bien malheureuse parce qu'il me semblait que je serais montrée du doigt, que j'aurais fait comme la mauvaise servante qui endosse la vie de ses patrons pendant leur absence, puisque j'étais chef du secrétariat de la Société des écrivains et que je rencontrais beaucoup d'écrivains. C'était beaucoup trop de modestie. Ah. Et vous l'aviez tout de même. Alors, j'ai écrit le livre et ensuite on m'a dit que j'aurais dû en faire un roman, que j'avais les éléments d'une romancière, que j'en avais le calibre, en fait tout. Alors, j'avais répondu là-dessus, la mère des romans n'est pas morte. Et j'ai pensé à ce qui arriverait si un étranger survenait parmi ces gens qui sont si stables, si sécuritaires. C'est le grand dérangement. Et comment avez-vous procédé? Vous n'aviez jamais fait un roman. Comment avez-vous attaqué le problème? J'ai commencé par écrire le départ du survenant, avant qu'il arrive. C'est-à-dire la fin? Oui, je savais qu'il partirait, et je savais comment il partirait, et quand il partirait. Et je ne savais pas comment il arriverait. J'ai écrit La mort du père Didas. Et ensuite, j'ai écrit L'arrivée du survenant. Et quand j'ai raconté ceci à Maurice Coindreau, il m'a dit, vous écrivez comme un peintre. Comme un peintre peint. Et là, je me suis rappelé que j'avais vu ma mère peindre et qu'elle peignait comme ça, pas en commençant du coin supérieur, en allant jusqu'en bas. C'est peut-être l'influence. Mais enfin, ces scènes-là, du début, ça a été le premier morceau, si vous voulez. Oui. Et est-ce que vous avez attendu d'avoir complété le roman pour le montrer à quelqu'un, pour... Non, j'en ai montré des tranches. J'en ai envoyé plusieurs chapitres à Alfred Desrochers, qui m'a toujours encouragée. Et c'est lui qui m'a révélé quel devait être le vrai début du survenant. Parce que j'écrivais comme Balzac, je connaissais surtout Balzac. J'écrivais pas aussi bien que lui, mais je procédais comme lui par faire une sorte d'inventaire, à décrire l'intérieur de la maison, la table, le bahut, les chaises, enfin, ce que j'avais vu. Et il m'a dit, en somme, où voulez-vous aller? Alors, je me suis un peu fâchée. Et puis, j'ai écrit, pensant d'écrire un schéma, j'ai écrit un soir d'automne au Champ du Moine, comme les Beauchemin s'apprêtaient à souper. Des coups à la porte, les filles redressées. Tranquille, Suron. Faites le tour. Passez par en arrière. Ouvrez pas, mon beau-père, c'est mieux. Je sais que je peux bien cogner à la porte d'en avant. Il y a rien que M. le curé qui passe par là. Tout à l'heure, il m'a semblé voir passer une ombrage dans la fenêtre.
Entrez. Cherche à manger. Approche. Où c'est que t'attends pour manger, survenant? Serre-toi. Toujours pas pour te servir d'autres mains? Je devrais être capable de faire mon salut. Fonzine, le thé. J'avais écrit tout le premier chapitre sans m'en rendre compte. Il est resté tel quel, j'ai pas changé un mot. Et tout ce que j'avais de ce que j'appelle l'inventaire de la maison a servi et je l'ai distribué, je peux dire ainsi, au fur et à mesure que l'action passait. Et comment avez-vous, quelles ont été quand même, parce que toute votre œuvre est remplie de notations extrêmement précises et extrêmement justes sur la vie des terriens, quels ont été les moments où vous avez eu l'occasion de les observer de très près? Sauf à Saint-Jérôme, je les ai vus ici à Sorel. J'ai vécu 14 ans à Sorel et on venait chaque année l'été ici au Chenal du Moine. À part de ça, mon mari a toujours été en contact avec eux assez intimement. Il me rapportait ce qu'il en était. Et mon beau-père, le notaire Guévremont, était aussi d'ascendance paysanne. Et ses frères, son frère et ses sœurs, ses frères, ses sœurs, étaient des paysans, sauf un qui était shérif à Sorel. Alors c'était une vie, j'étais entourée de gens qui aimaient les paysans et qui en parlaient avec, non pas par dérision, mais avec joie, avec respect. Et les personnages que vous avez créés, j'aimerais bien que vous nous parliez de 2 ou 3 d'entre eux, disons les principaux. Le survenant, le père Didas et Angelina Desmarais. Angelina, aussi loin que je me rappelle, vient du fait qu'autrefois on avait une servante attachée à la maison, comme les servantes d'autrefois pouvaient l'être. Et puis, qui un jour, elle était boiteuse, elle aussi. Une journée de marché à Sorel, j'avais vu afficher sur un arbre du carré la pancarte « Concert ce soir » et le kiosque décoré pour recevoir la fanfare de la musique Richelieu. Je savais, sans le savoir, mais ça me le disait que le survenant irait au concert. Comme de fait, sur le soir, il vint emprunter à mon père le blond puis la voiture légère. Quand je me suis vue fine seule pour la veiller, puis lui à se barauder, peut-être bien avec un autre, le cœur m'a manqué. J'y ai demandé de m'amener. Après s'être fait prier, il a fini par consentir à me laisser embarquer. Mais il n'y avait pas de la façon en enlevant. Oui, non, c'était toute la conversation. Rendu à Sorel, il m'a fait asseoir sur un banc dans le carré en disant qu'il allait conduire le cheval à l'ami du navigateur. Il n'est jamais venu me rejoindre. La musique était finie, les lumières éteintes. Je l'attendais toujours. Mon Dieu, vous voyez donc pas que j'endure toute la souffrance du monde. Permettez qu'il y ait un changement au plus vite entre nous deux. Moi et puis le survenant.
un changement pour le mieux. Angelina. La Noire. Je te pensais partie. Puis tu m'as attendu. Toute la nuit. T'as encore pu. Oh, never mind. C'était à toi de t'en retourner au Schneiderman. Je savais même pas où c'est que t'avais remisé le cheval puis la voiture. T'es beau un matin. La tête en fond de chaise épaillée. D'où vous c'est que tu sors? Oh. Ça, la Noire. J'ai pourtant fait mon possible pour te faire comprendre que c'était pas ta compagnie que je voulais. Moi, j'ai fait mon grand possible. C'était à toi de comprendre. Dis-moi au moins, avec qui c'est que t'as passé la nuit? Dis-moi la vérité, survenant. Elles sont toutes pareilles. Toutes. Toujours la même question en bouche. Toutes. De la première jusqu'à la dernière. Jusqu'à toi et la Noire. Cigarette? Ben, Dieu merci. Je suis pas comme les autres, tu seras pas là. Écoute, la Noire. Tu vas toujours bien me dire ce que t'appelles la vérité. La vérité pour toi, c'est-tu ce que j'ai fait au meilleur de ma connaissance? Ou bien non ce que j'ai fait en dehors de ma connaissance? Ou bien non ce que t'aurais voulu que j'ai fait? Tu veux me questionner, questionne-moi tant que tu voudras, mais plains-toi pas des réponses. Je m'en vais chercher la voiture. J'avais demandé au bon Dieu qu'il y ait un changement entre nous deux. Il m'a exaucé. Mais pas comme je l'aurais voulu. Une semaine après, le grand Dieu des routes était parti. Pour tout de bon. Alors, elle est restée avec son malheur, comme elle travaillait chez nous. Probablement que ça m'a marqué et que c'est revenu plus tard. Quoiqu'aucun de vos personnages, j'en suis certain, ne répond de façon exacte à une personne historique. Non. Un personnage, c'est plusieurs personnes. Et c'est un peu de soi-même aussi. Et c'est le survenant alors qui serait le plus une création de l'esprit. Oui. Une large part d'observation, mais une large part de rêve aussi et d'imagination. Et en somme, je pense que chacun de nous porte en soi un survenant. C'est l'évasion. Mais c'est pas... Est-ce que c'est seulement l'évasion? Oui. Et ensuite, c'est tout ce qu'on voudrait faire et qu'on n'accomplit pas. Il y a bien des hommes qui n'ont jamais sorti de leur coquille, comme on dirait ici, et qui me disaient des fois, le survenant, c'est moi. Hein? Alors, je leur laissais l'illusion. C'est le personnage qu'on voudrait être. Oui. Vous autres, vous savez pas ce que c'est que d'aimer avoir du pays. De se lever avec le jour, un beau matin, pour filer fin seul, le pas léger,
le cœur à l'ège, tout son avoir sur le dos. Non. Vous aimez mieux piétonner toujours à la même place, pliés en deux sur vos terres de petite grandeur, plates, cordées comme des mouchoirs de poche. Sainte bénite, vous aurez donc jamais rien vu de votre vivant. Si un oiseau un peu dépareillé vient à passer, vous restez en extase devant des années de temps. Vous parlez encore du bucéphale. Eh, le plongeur à grosse tête là, que le père Didas a tué il y a autour de 2 ans. Quoi c'est que ça serait si vous voyiez s'avancer vers vous par troupeaux de milliers les oies sauvages, blanches, frivolantes comme une neige de bourrasque, comptez voyage sur 9000 de longueur, formant une belle anse sur le bleu du firmament et qu'une d'elles de 10-12 livres, épaisse de flanc, s'en détache et tombe comme une roche. Ça, c'est un vrai coup de fusil. Ah, si vous saviez ce que c'est que de voir du pays. Je vais vous poser une question qui peut-être va avoir l'air un peu sotte, mais à laquelle je tiens. Dans votre esprit, est-ce que le survenant est un bon ou un méchant? C'est plutôt un inconscient. Il accepte l'argent d'Angelina Desmarais, mais il s'en excuse et il se le pardonne en accomplissant des travaux pour elle, par exemple, en l'aidant. C'est ainsi qu'il se défend, mais il ne lui remettra jamais l'argent. Mais l'influence qu'il exerce dans le petit monde où il tombe, c'est quand même, vous en êtes quand même un peu complice comme auteur. Naturellement. Mais j'en suis complice, pas beaucoup. Je suis en face d'un monde, comme vous dites, d'un petit monde, et je le regarde vivre. Et je l'exprime, plutôt que j'exprime ce que j'en ressens en moi. Et le père Didas? Ah, le père Didas, c'est le patriarche par excellence. Il y a ici le nommé Charles Fleury, l'ancien Charles Fleury, le plus vieux des Charles, parce que tous s'appellent Charles, comme les Didas. De père en fils? Oui. Alors, c'est presque un personnage légendaire par sa brusquerie et par sa grande bonté, par sa charité. Alors, c'est lui qui m'a inspiré le père Didas. Et en somme, c'est le type du Canadien, du vieux Canadien, qui domine un peu la famille, mais qui l'aime bien au fond et qui continue la lignée, la fameuse lignée canadienne. La coque est bonne. La coque est encore bonne, M. Giré. C'est le 2 temps qui marche plus. Je sais pas comment c'est que je vais accoster de l'autre bord. J'ai souvent dégraissé mon fusil avant le temps. Je me forçais pas de chasser à la plan en tout temps. Seulement, quand la chasse avait été bonne, que j'avais des canards de trop, j'en ai bien porté aux sœurs pour régaler les orphelins. À part de ça, quand j'étais jeune, je buvais comme un trou. Oui. Je buvais comme un trou. Puis quand j'étais chaud, je cherchais rien qu'à me battre. Je me battais comme un vrai diable. Oh, j'étais un bonhomme un peu rare. Oh, j'en ai bien donné des rondes, mais on a mangé des rôdeuses aussi. Puis, je sacrais comme un démon à tout bout de champ. Pour rien. J'allais voir les femmes des autres. Mais me confessais à tous les premiers vendredis. Aujourd'hui,
Je bois rarement un coup. Je sacre presque plus. Je couraille jamais. Mais je me confesse moins souvent. Est-ce tout? Je dirais pas prendre la tempérance pour la vie. Je veux dire tout ce que vous avez sur la conscience. Oh, quant au reste, monsieur le curé, j'ai toujours fait pour le mieux, au meilleur de ma connaissance. On pouvait se demander si le cœur de cet homme-là n'était pas semblable à une sorte de terre qu'on vient jamais à bout des rochers en entier. Pour lui, les commandements de Dieu et de l'Église se résumaient en 4. Faire le bien, éviter le mal, respecter le vieil âge et être sévère envers soi comme envers les autres. Il savait aussi que la neige tombe à son heure et pas avant, et que rien ne sert devant les desseins de l'Éternel de vouloir tout juger à la petite mesure de l'homme. Les paroles coulèrent, paisibles et fortes, de la bouche du prêtre, comme l'eau patiente et sereine d'une belle rivière, tantôt sinueuse, tantôt droite, sans tumulte, sans remous, assurée de se confondre bientôt à la mer. Après l'absolution, Didas n'était plus le même homme. Un ange, de son aile miraculeuse, l'avait transfiguré. Didas, fils de Didas, avait cessé de vivre. Ainsi ont vécu les beaux chemins. Ils ont régné, puissants, stricts, indéfectibles sur leur œuvre de famille. Dans l'honnêteté et le respect humain de leur sueur et de leur sang de pionniers, dans les savanes et à l'eau forte, de toute une vie de misère, ayant été de leur métier bûcherons, navigateurs, poissonniers, défricheurs, ils ont écrit la loi des beaux chemins. À ceux qui suivent, aux héritiers du nom, de l'observer avec fidélité. La terre est une souveraine qui ne tolère pas l'oubli de son règne.